Bien sûr qu'une décision, c'est dur, c'est même très cruel, mais nous vivons dans un monde cruel. Donc à partir de là, il faut en accepter ou il faut faire autre chose. Le soir du 12 juillet 1998, aux alentours de 22h45, le destin tricolore d'Emmanuel Petit est sur le point de basculer. Lui qui, sur un caviar de Patrick Vieira, s'apprête à valider la victoire des Bleus en Coupe du Monde. La première de leur histoire. Une mi-temps plus tôt, c'était déjà le destin de Zinedine Zidane, auteur d'un doublé décisif qui venait de basculer. Mais si la trajectoire en sélection du numéro 10 tricolore a globalement été linéaire, notamment depuis le fameux France-République tchèque du 17 août 1994, on ne peut pas vraiment en dire autant d'Emmanuel Petit, bien au contraire. Quand il débarque pour la première fois en équipe de France A, en plein été 90, le jeune Emmanuel Petit arrive d'abord sur la pointe des pieds, à seulement 19 ans. Auteur d'une bonne saison sous les ordres d'Arsène Wenger avec l'AS Monaco, Manu Petit a tapé dans l'œil de Michel Platini, qui souhaite alors l'intégrer parmi le groupe France, notamment dans la perspective du prochain Euro 92. Car absente du mondial italien 90, l'équipe de France a justement besoin d'être renouvelée. Mais au-delà des certitudes tactiques qui font cruellement défaut au sélectionneur Platini à cette époque, c'est également l'ambiance du vestiaire tricolore qui semble être un frein à l'épanouissement collectif des Bleus. Un vestiaire où déjà l'existence de certains clans est manifeste. Et parmi ces clans, le plus influent de tous recoupe à peu près l'identité du club français le plus puissant de cette époque, l'Olympique de Marseille. L'OM justement, l'un des clubs rivaux de l'AS Monaco d'Emmanuel Petit en championnat. Plus encore depuis les déclarations prononcées par le milieu monégasque quelques mois plus tôt, concernant le favoritisme supposé du club phocéen dans l'Hexagone, et selon lesquels, d'après lui, dans une course de 100 mètres, sur 20 clubs du championnat de France, un seul n'aurait que 80 mètres à parcourir par rapport aux 19 autres. Autant de déclarations qui font écho aux nombreux soupçons nourris par Arsène Wenger à l'ASM, notamment à propos de l'engagement de certains de ses joueurs face à l'OM. Toujours est-il qu'en équipe de France, Petit ne va pas tarder à payer ce genre de déclarations. Encore aujourd'hui, l'ancien Barcelonais n'a rien oublié de ses premières convocations en bleu. À la sortie du vestiaire, se souvient-il, après un entraînement, on me fait comprendre que les Marseillais sont les patrons et qu'il ne faut plus parler de l'OM dans les médias. En cause, les Olympiens Pascal Olmeta, Bernard Casoni et Bernard Pardo. Les trois joueurs auraient ainsi interpellé leurs jeunes coéquipiers sur un ton très ferme et plutôt directif. Ici, c'est l'équipe de France. Et regarde bien où tu es. Nous sommes beaucoup de Marseillais. Tu es simplement toléré dans l'équipe. Tu dois te tenir à carreau. Donc tu trouves ta place, tu creuses ton trou, tu te mets dedans, et on ne veut plus jamais t'entendre. À en croire la version de Petit là encore, en pleine séance d'entraînement cette fois-ci, Pascal Olmeta se serait même rendu coupable d'un tacle très violent, qu'il aurait fort heureusement pour lui et pour son Perronnet esquivé d'extrême justesse grâce à l'intervention d'Éric Cantona. Dans une autre version, Petit évoquera également l'intervention de Laurent Blanc, qu'il l'aurait averti in extremis du tacle d'Olmeta avant qu'il ne soit trop tard. En tout état de cause, dans l'esprit du monégasque, l'accueil qui lui est réservé en bleu ne doit strictement rien au hasard. Pire encore, d'après lui, il relève clairement d'une forme de complot fomenté en haut lieu contre sa personne, bien au-delà du sélectionneur Michel Platini. Dans son autobiographie, il écrira même « Je comprends alors que tous ces types ne sont rien d'autre que les marionnettes de Bernard Tapie, et ce jusqu'en équipe de France. » Pour l'anecdote enfin, Manu Petit avouera également avoir dû avaler en solitaire ses premiers repas à Clairefontaine, complètement isolé du reste de l'équipe. À ce jour en tout cas, Olmeta, Casoni et Pardo n'ont jamais daigné répondre aux accusations de leur ancien coéquipier, ni pour les confirmer, ni pour les contredire.
L'exact inverse d'Éric Dimeco, un autre ancien de l'équipe de France et de l'OM version Bernard Tapie, qui n'hésitera pas quant à lui à mettre Manu Petit au pied du mur, en lui demandant publiquement de lâcher une bonne fois pour toutes les noms des joueurs monégasques impliqués dans une supposée tentative de corruption. Chose que le champion du monde 98 n'osera jamais véritablement faire. Pas publiquement en tout cas. De quoi laisser penser à Éric Dimeco que ce genre d'accusation gratuite a pour fonction première de noyer la jalousie de Manu Petit, sans doute frustré d'avoir souvent terminé derrière l'OM en championnat. Pour l'anecdote néanmoins, Petit finira par se recycler quelques années plus tard dans la coécriture d'un roman policier, intitulé Dernier tacle, ayant à voir avec le football. Concrètement, l'histoire fictive d'un meurtre perpétré contre un entraîneur de football. Un entraîneur qui, hasard du scénario ou non, officie alors dans les coulisses d'un grand club français à la réputation sulfureuse, l'Olympique de Marseille. Quelques années après Bernard Tapie en tout cas, et au lendemain de l'épisode France-Bulgarie, sa participation triomphante au Mondial 98 a valeur d'immenses revanches personnelles. Toutefois, à en croire les confidences de Philippe Tournon, l'ancien chef de presse des Bleus à cette époque, Manu Petit a bien failli ne jamais prendre part à la première étoile tricolore. Sans trahir de secret, admettra-t-il, Manu n'a pas été loin de sauter effectivement. Le jour où je fais le fameux communiqué à l'AFP pour leur dire « Voici les joueurs retenus pour la Coupe du Monde », ce jour-là a lieu une dernière réunion. Et là, dans l'échange entre Roger Lemaire, Aimé Jacquet et Philippe Bergerot, Manu n'a pas eu que des défenseurs à 100%. Preuve s'il en est que, parfois, le destin d'une carrière en sélection peut se jouer à de très petits détails. Dans la fameuse liste des bannis du Mondial 98, figure cependant le nom d'un joueur dont l'absence en Coupe du Monde n'a pas surpris grand monde en réalité. Celui d'un certain Nicolas Anelka. Même si, à l'aube du Mondial 98, le joueur d'Arsenal fait beaucoup parler de lui en première ligue, il demeure encore assez bas dans la hiérarchie d'attaquants bleus, loin derrière Stéphane Guivarch et même derrière Dugarry, moins talentueux et moins prometteur que lui certes, mais bien plus mature dans son jeu et davantage expérimenté. D'autant qu'en matière de jeunes joueurs, Aimé Jacquet n'a prévu que 2 cases à remplir pour ce qui est de sa ligne d'attaque. 2 cases pourvues par la doublette monégasque Henri Trezeguet. À tout juste 19 ans, l'absence d'Anelka au mondial n'a pourtant rien d'infamante. A l'inverse, elle semble être même annonciatrice pour lui d'un avenir radieux en équipe de France, si tant est qu'il poursuive sa progression. Sur le papier, oui, le scénario semble déjà tout tracé. Mais dans les faits, il a déjà été enrayé par un incident annexe. Et comme souvent avec Anelka, un incident qui n'a pas tellement à voir avec le football, mais plutôt avec la gestion humaine, et qui remonte au mois de mai 98 justement. Précisément le jour où Aimé Jacquet s'apprête à annoncer aux joueurs concernés qu'ils vont devoir quitter le groupe France, à la faveur d'une visite surprise dans leur chambre à Clairefontaine. Mais pour justifier sa décision face à Nico Anelka, le sélectionneur des Bleus explique en substance que son éviction est tout à fait normale, avant de souligner la chance qu'il a eue d'avoir pu s'entraîner avec le groupe pro. Autrement dit, si Anelka a pris part au rassemblement des Bleus, c'est uniquement pour faire le nombre, rien d'autre. Plus qu'une simple déception, un profond manque de respect aux yeux de l'ancien Parisien. Il m'a donné des excuses bidons, avouera-t-il. Il m'a dit que depuis le début, je n'étais pas prévu dans les 22, et que ma présence à Clairefontaine était du bonus. Mais alors pourquoi j'étais là ? À l'image de Nico Anelka, nombreux seront les autres bannis du Mondial 98 à nourrir une certaine forme de rancœur quant à une telle méthode de management de la part de Jacquet. Interrogé par TF1 peu de temps après la liste des 22, Ibrahim Ba par exemple, ne mâchera pas ses mots lui non plus. Jacquet a fait ses choix. Nous ne sommes pas des gamins. Pourquoi nous a-t-il appelés alors qu'il avait déjà sa liste en tête ? Ce n'est pas cool. Je pars en vacances. Je n'ai jamais été un bouche-trou. Et s'il y a un blessé, tant pis. Et même chose là encore pour l'ex-Lensois Pierre Lègle. J'ai l'impression qu'on nous utilise et qu'après on nous jette.
Mais contrairement à Ibrahim Ba, à Pierre Lègle et aux 3 autres bannis de 98, Nicolas Anelka, lui, pourra au moins se vanter d'avoir, malgré cet épisode, connu une véritable carrière internationale. Agitée, certes, mais une carrière quand même. À la veille du mondial 2002 néanmoins, 4 ans plus tard, tout porte à croire que l'attaquant du PSG n'ira pas au Japon et en Corée. Beaucoup trop irrégulier en club et trop en retard par rapport à la concurrence en pointe. Quelques semaines avant le tournoi, Roger Lemaire prend malgré tout la peine de le convoquer pour un match amical au Stade de France. Mais face à la Russie, l'ancien gunner signe une prestation décevante, marquée en plus par une attitude nonchalante sur la pelouse, comme à son habitude. Pour l'anecdote, Roger Lemaire ne prendra même pas la peine de serrer la main de son attaquant au moment de le remplacer. En interne, l'appui insistant de Zidane, de Thierry Henry et de Patrick Vieira n'y changera rien. Anelka ne participera pas à la Coupe du Monde 2002. Mais contrairement à 98, le futur joueur de Chelsea accueillera la nouvelle de façon très froide, presque avec une forme d'indifférence. Et quelques années plus tard, il s'estimera même heureux de n'avoir pas participé au fiasco asiatique, tout en précisant concernant sa relation avec Roger Lemaire: « Je parlais avec lui, mais je ne suis pas sûr qu'il me comprenait. » Côté bande-touche, peu avant Roger Lemaire et 10 ans avant Raymond Domenech, c'est la figure d'Aimé Jacquet qui est au centre de l'un des premiers véritables bras de fer médiatiques entre un sélectionneur national et la presse française. Dès sa nomination en 93, dans la foulée de France-Bulgarie, l'ancien Stéphanois n'inspire déjà pas tellement confiance à l'intelligentsia du football français, qui voit en lui un coach ringard, dont le costume de sélectionneur est beaucoup trop grand. Plus encore après ses premières rencontres sur le banc des Bleus, marquées par une tactique défensive beaucoup trop frileuse. À plusieurs reprises, le quotidien L'Équipe réclamera ainsi publiquement la démission d'Aimé Jacquet à la veille de l'Euro 96. En vain. Car, auteur d'un Euro plutôt satisfaisant, Mémé, comme on le surnomme, parvient à sauver sa tête pour le Mondial 98. S'ensuit alors une série de matchs amicaux soporifiques pour Jacquet et ses hommes, dont l'identité de jeu demeure de plus en plus nébuleuse, en permanence indexée à l'impérieuse nécessité d'être solide défensivement. En interne, l'intention de Gérard Egnès et de Jérôme Bureau, les directeurs de rédaction du quotidien L'Équipe, est d'ailleurs très claire: faire sauter Aimé Jacquet le plus vite possible. Pour y parvenir, le journal français n'hésite pas à taper en dessous de la ceinture, en pointant clairement du doigt la personne même de Jacquet, comparé par exemple à un brave type qui émet des soupirs. En parallèle, de nombreux autres journaux français emboîtent le pas du journal L'Équipe, par conviction sportive, ou pire, par simple suivisme éditorial, allant même jusqu'à moquer ouvertement l'inimitable accent forésien de Jacquet. Côté sélection, le coach des Bleus est invité à ne pas répondre directement à ce genre d'attaque médiatique. Inutile d'envenimer davantage l'atmosphère autour des joueurs, pense-t-on alors, surtout à quelques semaines de la Coupe du Monde 98. Pour l'anecdote néanmoins, le jour de l'annonce de sa liste définitive des 22 joueurs retenus pour le tournoi, Aimé Jacquet ne se privera pas de la communiquer en priorité au journal Le Parisien. Juste histoire d'emmerder l'équipe, avouera d'ailleurs une source proche du dossier. Toujours est-il qu'un mois et demi plus tard, la victoire des Bleus face au Brésil consacre également, en plus de la première étoile tricolore, la victoire définitive d'Aimé Jacquet sur le quotidien L'Équipe. Aimé, pardonnez-vous à l'équipe, lui demande alors aussitôt l'un des journalistes de TF1 présents sur place le soir de la finale. Réponse du sélectionneur, au bord des larmes. Une certaine presse a menti. Je ne leur pardonnerai pas. Je ne leur pardonnerai jamais. Je n'ai que mépris pour ces gens-là. Ce sont des voyous. De l'autre côté du ring, la rédaction de L'Équipe ne tarde pas à voir revenir en pleine face tous les boomerangs qu'elle n'a cessé de projeter en direction de Jacquet. 20e siècle oblige. C'est par l'intermédiaire de lettres postales, plutôt que par les réseaux sociaux, que se matérialisent tous ces boomerangs.
Ainsi, dans la semaine du lundi 13 juillet 98 par exemple, la boîte aux lettres du quotidien L'Équipe est au bord de l'explosion. Submergée par des centaines et des centaines de courriers insultants, voire menaçants. Jusqu'à la finale, avoue alors Gérard Regnès, le courrier n'était pas abondant. Les pros et les anti-jaquets s'équilibraient. Mais aujourd'hui, nous recevons des menaces de mort, des téléphones anonymes, des insultes ou des déclarations de prochaine destruction de notre immeuble. À en croire les propres termes de Gérard Regnès là encore, une atmosphère digne de l'épuration façon Seconde Guerre mondiale. Nous avons parfois donné des leçons, c'est vrai, nous avons mal jugé. Nous ferons notre examen de conscience entre nous, et ce sera peut-être douloureux.